Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Comme tous les matins sur Studio Kalita, c'est l'heure de retrouver Eliana Gurfinkel qui va nous parler, comme chaque matin, d'une page de notre histoire. Bonjour Eliana, bonjour Olivier. Alors écoutez, aujourd'hui nous sommes le 5 novembre et c'est à cette date en fait qu'en 1860, je vais y arriver, est né le 5e rabbi de Lubavitch, Shalom Dov Ber Schneerson. Et c'est à cette occasion que j'aimerais vous raconter une histoire qui est quand même assez incroyable, que peu de personnes connaissent. On va dire, si vous étiez Chabad, vous la connaîtrez bien pour sûr. Pas encore. Voilà, pas encore. C'est l'histoire de la collection Schneerson. Alors, il faut repartir un petit peu en arrière. Comme vous savez, le monde Chabad, en particulier en France, est bien connu sous le nom de Lubavitch. Alors, qu'est-ce que c'est que Lubavitch ? Lubavitch, c'est une ville qui est à l'ouest donc de la Russie. À l'époque, c'était donc l'empire, avant d'être soviétique, c'était l'empire russe, puis ensuite l'empire soviétique. Et c'est surtout dans cette petite ville qu'est née la chassidoute de Chabad. Et bien que pour beaucoup de personnes, le rabbi de Lubavitch était à New York, avant d'être à New York, eh bien, c'est dans cette petite ville que la famille a grandi. Et en 1914, au moment de la Première Guerre mondiale, c'est le 5e rabbi de Lubavitch, donc ce que je vous ai dit il y a un instant, un rabbi Shalom Dov Ber Schneerson, qui est donc à la tête du mouvement. Et quand la guerre éclate, eh bien, il décide de prendre donc étant donné qu'ils sont véritablement très à l'ouest, donc proche des batailles et de là où la guerre se déroule, eh bien, il décide de prendre toute sa chassidoute et de s'éloigner. Ils vont s'éloigner dans la ville de Rostov sur le Don. Donc le Don ou le Don, c'est donc un fleuve. Oui. Et cette fois-ci, Rostov, c'est un peu plus au sud, donc un peu plus loin des combats. Et c'est là donc que va s'installer la chassidoute. Mais juste avant de partir, entre Lubavitch et Rostov, au milieu, on a Moscou. Et en chemin, eh bien, il décide de prendre une partie de ses livres, une partie de sa bibliothèque. Alors, sa bibliothèque, c'est pas seulement la sienne, c'est la bibliothèque de la chassidoute de Lubavitch. Donc, on parle ici d'une 15 000 ouvrages, et il les dépose à Moscou afin il les cache à Moscou dans un endroit en fait qui fait partie aussi des archives nationales. Il arrive à trouver un endroit où il sait qu'en fait ces livres vont être gardés. Et il va à Rostov sur le Don. À Rostov sur le Don, c'est là qu'il va décéder en 1920. Et puis la personne qui va le remplacer, donc le 6e rabbi de Lubavitch, eh bien, ce 6e rabbi de Lubavitch, qui est le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, qui est le beau-père du rabbi de Lubavitch, le dernier, le 7e, qu'on connaît plus. Donc, il faut s'imaginer les années de la révolution soviétique, donc les choses ne sont pas calmes. Et puis, il recherche cette collection, où est passée donc la collection de mon père, où sont tous ces livres de tout. Donc, il va à Moscou. À Moscou, là, regardez, on a des images. Donc, ils vont rechercher ces livres. Donc, c'est des livres, il y a des livres de Kabbalah, des livres il y a de tout, des Talmuds, voilà. Donc on peut voir là des Chabad qui regardent cette collection. Et donc ils cherchent cette collection en 1924. Et donc ils vont, et en fait les soviétiques, eh bien, confisquent cette collection et ne veulent pas rendre cette collection au mouvement Lubavitch. Et c'est ainsi que un peu plus tard, ce 6e rabbi Lubavitch va fuir le monde soviétique et puis fuir l'Europe et arriver en 1940 aux États-Unis. Et un peu plus tard, en 42 ou en 41, je me souviens plus, le rabbi Lubavitch, le 7e que l'on connaît, va le rejoindre. Et donc on a une situation un peu difficile, où en fait la majorité des livres des premiers rabbis de Lubavitch ne sont plus entre les mains de Lubavitch, puisqu'ils ont été confisqués par le mouvement soviétique. Et donc dès la fin de la guerre et dès les années 30, en fait, le rabbi de Lubavitch, le 6e rabbi de Lubavitch, va tout faire pour essayer de récupérer ses livres, sans succès malheureusement. Et c'est un peu plus tard, donc on va attendre des années, donc bien entendu pendant les années où les communistes sont très forts et au pouvoir
on va pouvoir rien faire. Et quand on arrive à une période plus calme, donc vers la perestroïka, où à ce moment-là où le monde soviétique est en train de disparaître et la nouvelle Russie est en train de naître, à ce moment-là, en 1988, le rabbi que l'on connaît, le rabbi de Lubavitch, envoie ses émissaires en Russie afin de à nouveau rechercher ces livres et de les faire ramener. Alors il faut dire aussi que cette collection qui était la collection Schneerson, puisque de la famille Schneerson, elle a été changée. On a effacé, on lui a donné un autre nom, on a dit qu'elle appartenait à une autre collection exprès pour ne pas les rendre. Donc les émissaires du rabbi ont fait un travail extraordinaire sur place pour montrer que tous ces livres appartenaient bien au rabbi Schneerson. À ce moment-là, ils sont devenus, donc on a 5000 livres ou 4900 livres qui sont appelés maintenant, qui font partie de la collection Schneerson, mais à nouveau, la Russie refuse de rendre ces livres. Ils font partie du musée national. Là, vous pouvez voir une autre image assez intéressante. Donc, il y a eu plusieurs procès pour essayer de ramener ces livres. Là, vous voyez, c'est un livre. Donc, c'est un Talmud Bavli qu'on a réussi à rendre au mouvement Lubavitch. Donc, c'est une source de grande joie. Et donc, il faut comprendre que ces livres, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, non seulement on ne veut pas les rendre, mais en plus, les Russes ont peur que si, par exemple, un musée comme le Métropolitain à New York organisait une grande exposition et demander à emprunter, comme ça se fait dans le monde entier en fait, où on s'échange des ouvrages. Ils ont peur en fait qu'à partir du moment où les livres toucheraient le sol américain, la juridiction américaine tomberait et donc ces livres resteraient aux États-Unis. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler. Alors ils sont encore ils sont en Russie et pour le moment ils resteront en Russie. Alors la dernière chose. On peut les voir quand même au musée. Alors on peut les voir à Moscou et surtout on peut les voir maintenant sur internet puisque une grande partie de ces livres ont été scannés et donc on peut les voir sur le site du musée de alors c'est l'occasion pour moi de raconter une autre histoire rapidement. Dans 2003 les Américains sont arrivés en Irak, quand ils ont pris d'assaut le château, le palais de Saddam Hussein, quand ils sont arrivés tout en bas dans les caves du palais, ils ont découvert en fait une collection extraordinaire, tous les Sfarim, tous les Sifrei Torah qui appartenaient à la communauté juive d'Irak. Saddam Hussein avait tout volé, tout récupéré et s'était fait un petit musée personnel dans ses caves. Maintenant, il y a une problématique, c'est que pendant l'attaque américaine, il y a eu des bombes, etc. et les canalisations d'eau ont sauté et donc tout le sous-sol était rempli d'eau. Il se trouve que dans l'armée américaine il y avait une personnalité juive religieuse qui est surtout un spécialiste de l'islam et de l'arabe, etc., qui était sur place avec les forces américaines. Quand il arrive sur place, il dit tout de suite il faut absolument sauver il dit il faut sauver ces documents. Donc tous les documents sont pris, emmené par avion aux États-Unis, à la librairie du Congrès, qui est donc peut-être, et aux archives nationales, qui est donc l'endroit du top aux États-Unis pour faire de la conservation de documents. Pendant 4 à 5 ans, on va faire la conservation de documents, on va sécher tous les documents, on va faire attention à ce qu'ils aillent bien. Et puis Obama, il y a quelques années, dit voilà, ça y est, maintenant on va rendre ce trésor national à l'Irak. Non. Et alors, à ce moment-là, les communautés juives d'origine irakienne dit vous rigolez, on nous a volé nos Sifrei Torah il y a 50 ans ou il y a 60 ans quand on nous a foutus dehors, rendez-nous nos Sifrei Torah et nos livres, c'est à nous. Et il y a eu tout un débat. Obama ne voulait pas. Obama voulait tout rendre en Irak. Et pour le moment, donc il y a tout un débat et puis ça passe aussi devant les tribunaux pour essayer d'empêcher, pour rendre ce trésor national non pas à l'Irak, parce que ce n'est pas un trésor national irakien, mais c'est un trésor national juif et la communauté juive irakienne, elle ne souhaite qu'une seule chose, c'est de retrouver ces livres. Et donc c'est en fait la même histoire dans deux continents différents. Mais c'est à peu près la même histoire. C'est à peu près la même histoire. Ce sont ces trésors juifs qui ne sont pas entre les mains de leur communauté. Bon, très très bien. Merci beaucoup Eliana, bonne journée et à demain bien entendu pour encore une autre page historique. 8h47 tout de suite sans musique, la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.